Bonsoir à toutes et à tous. Nous parlerons ce soir, bien évidemment, de ce conflit en Ukraine. La Russie a lancé, je vous le rappelle, jeudi dernier, une opération militaire en Ukraine. Le conflit entre les deux pays a éclaté dans un contexte de tension croissante avec les Occidentaux. La Russie, qui estime faire face à une menace sérieuse et très grande en Ukraine, réclame la fin de la politique d'expansion de l'OTAN et le retrait des forces américaines stationnées en Europe de l'Est. Des demandes rejetées par les Occidentaux. 5e jour des combats, la carte diplomatique est remise sur la table. Des pourparlers ont lieu aujourd'hui à la frontière. Moscou dit vouloir retrouver ou trouver un accord avec Kiev. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine enfle depuis jeudi. Plus de 360 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre continue à augmenter. C'est ce qu'a annoncé le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Nous allons essayer de comprendre quels sont les véritables enjeux de ce conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Mustafa Hadem, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est bon. Nous avons également avec nous Monsieur Mohamed Laïchoubi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes académicien, politologue, ancien ministre et ambassadeur. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Monsieur Laïchoubi. Et nous avons avec nous également Monsieur Michel Collomb, bonsoir. Monsieur Collomb. Oui. Oui, bonsoir. Vous êtes donc journaliste et écrivain et vous avez créé le collectif indépendant Investigation. Merci de participer à notre débat ce soir. Avec plaisir. Alors avant d'entamer le débat, je vous rappelle bien sûr que nous déplorons malheureusement la perte d'un de nos ressortissants, un jeune étudiant algérien, Talbi Mohamed Abdelmonaim, âgé de 24 ans, Allah yarhamou, paix à son âme. Le défunt aurait succombé suite à une blessure par balle au niveau de la tête. Je vous propose à ce propos d'écouter Madame Taous Djilouli, envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l'étranger. Algérienne déplore le décès survenu le 26 avril à Kharkov d'un ressortissant algérien, Talbi Mohamed Abdelmonaim, âgé de 24 ans. Allah yarhamou. Nous avons été en contact avec le père du défunt, qui nous a confirmé cette triste nouvelle. Et notre ambassade s'est rapprochée des services hospitaliers. Et à cette occasion, je voudrais aussi dire notre appréciation de la communauté de ressortissants algériens vivant en Pologne et en Roumanie qui se sont spontanément présentés. Comme à l'accoutumée, la solidarité des Algériens envers leurs frères et sœurs dans la difficulté est connue et ils se sont présentés spontanément pour pouvoir héberger. Il y a une cellule de crise qui a été placée au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'ai accueilli moi-même et les collègues de cette cellule. Nous accueillons les familles qu'ils souhaitent, nous les prenons au téléphone. Je sais que certains de nos concitoyens, de nos ressortissants disent qu'ils n'arrivent pas à joindre ce numéro. Il faut expliquer que devant l'affluence des appels, il peut arriver de temps en temps que ce numéro ne soit pas disponible. Voilà, bien vous l'aurez compris, les autorités algériennes disent suivre avec beaucoup d'attention et de façon continue la situation de nos ressortissants en Ukraine à la lumière des développements sécuritaires qui prévalent dans ce pays. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour leur prise en charge. Je vous propose d'écouter à nouveau l'envoyé spécial chargé de la communauté nationale à l'étranger, Mme Taous Djilouli. Nos représentations diplomatiques en Pologne et en Roumanie ont entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l'entrée de nos ressortissants depuis l'Ukraine. En définitive, les autorités hongroises aussi, en plus de la Pologne et de la Roumanie, même la Moldavie, où malheureusement nous n'avons pas d'ambassade, ont toutes confirmé que les résidents étrangers en Ukraine peuvent se rendre dans les 4 pays sans visa, mais avec un passeport en cours de validité. J'insiste sur cette question parce que beaucoup de nos ressortissants se sont présentés au poste frontalier sans passeport en cours de validité, et là il y a des difficultés. Justement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que l'on fait, c'est on demande aux gens, à nos ressortissants qui sont encore à Kiev, en Ukraine, s'ils n'ont pas de passeport en cours de validité, de se rendre auprès de notre ambassade pour se faire délivrer des passeports d'urgence. Nous essayons avec nos représentants en Pologne et en Roumanie
qui ont dépêché des personnes aux frontières de délivrer des passeports d'urgence quand cela est possible. Je ne peux pas vous dire la date précise parce que vous comprenez que pour dépêcher un avion, il faut qu'il y ait un certain nombre de ressortissants qui soient regroupés. Je pense que vraiment dans les 48 heures, nous saurons parce que je pense que ces derniers jours, à partir d'aujourd'hui où le couvre-feu a été levé à Kiev, il y aura certainement un afflux de ressortissants vers les postes frontaliers polonais et roumains. Je ne peux malheureusement pas vous donner les chiffres exacts parce qu'ils sont encore souvent sur les frontières de ces pays. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de ressortissants qui sont déjà arrivés à Bucarest, voilà, pour le moment, et certainement que dans la journée d'aujourd'hui, certains arriveront en Pologne, voilà, à Varsovie, à notre ambassade à Varsovie. Nous savons qu'il y en a déjà qui sont rentrés en Pologne, mais vous savez, c'est des petits groupes, par petits groupes, ils n'arrivent pas, il y a plusieurs postes frontaliers, d'où la difficulté de les recenser tous en une seule fois. Nous n'avons pas toujours les coordonnées, les gens changent de coordonnées sans informer l'ambassade. Attirer l'attention de nos concitoyens, de faire très attention aux rumeurs souvent qui sont sur les réseaux sociaux, de faire très attention, d'être très vigilant sur les informations qui sont données. Voilà, donc les propos ont été recueillis par notre journaliste Naïma Haouch, ce qu'on pouvait dire sur ce que proposent, ce que font les autorités algériennes, donc à l'attention de nos ressortissants établis en Ukraine. On va entamer donc ce débat sur cette opération militaire lancée par la Russie jeudi dernier. Les pourparlers ont commencé aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie en vue d'un cessez-le-feu armé au niveau de la frontière ukraino-bélarusse. On ne sait pas encore quelles en sont les issues, mais d'abord on va revenir avec vous, Monsieur Collomb, peut-être sur cette crise pour mieux comprendre ce qui a pu déclencher. Ça ne tombe pas comme ça, un conflit. Quels sont les véritables enjeux? C'est un conflit aux racines profondes. C'est un conflit aux racines profondes et sans remonter trop loin en arrière. Je crois que pour comprendre ce qui se passe, il faut partir de la stratégie des États-Unis telle qu'elle a été définie par Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier. Il avait été le responsable de la politique étrangère des États-Unis, celui qui avait envoyé Ben Laden en Afghanistan pour renverser un gouvernement de gauche qui avait émancipé les femmes et qui avait fait beaucoup de bien sur le plan social. Et Brzezinski, dans ce livre, il explique, que les États-Unis sont une puissance en déclin, que tout l'art des dirigeants US sera de faire en sorte de empêcher ou retarder ce déclin et de garder leurs privilèges le plus longtemps possible. 2, que pour faire cela, il faut arriver à contrôler l'Eurasie, c'est-à-dire l'ensemble Europe-Asie, que là, le grand problème, c'est que l'Allemagne est une puissance économique rivale. Quand on lit Brzezinski, c'est carrément un ennemi, et qu'il faut empêcher l'Allemagne d'avoir un partenariat économique et énergétique avec la Russie. Quand vous regardez une carte, c'est évident que le partenaire économique normal de la grande puissance industrielle allemande, c'est la Russie, soit comme marché pour vendre ses produits, soit comme source de gaz, bien entendu. Et donc, Brzezinski explique qu'il faut, pour construire un axe Paris, Berlin, Varsovie et Kiev, il parle là en 97, et que pour construire cet axe, il faut absolument empêcher que les Européens aient leur mot à dire, que ce soit les États-Unis qui gardent leur contrôle. D'autres stratèges des États-Unis, comme plus récemment George Friedman, ont confirmé que pour les États-Unis, le véritable ennemi derrière tout ça, c'est l'Allemagne. Et qu'il s'agit d'empêcher l'Allemagne de faire son commerce et de devenir une puissance qui peut devenir trop indépendante à l'égard des États-Unis. Les États-Unis sont en déclin. La seule manière de continuer à dominer le monde face à la montée de la Chine, face à la montée de nombreux pays du Sud, face à la montée d'indépendance de plein de pays, au monde arabe, en Afrique, en Amérique latine, la seule façon, c'est de garder l'Europe comme un petit chien derrière elle. Et malheureusement, la majorité des dirigeants européens sont alignés derrière Washington. Et donc, c'est ça qui explique la volonté profonde, avec l'idée de affaiblir la Russie, de l'encercler
et de, en fait, renier les promesses qui ont été faites solennellement en 89. Si vous vous rappelez, quand on parle de la dissolution de l'Union soviétique et de la réunification de l'Allemagne, Gorbatchev, qui est alors le dirigeant de l'Union soviétique, dit que la réunification de l'Allemagne, ça fait peur aux Russes, et donc il demande des garanties que l'OTAN n'avancera pas, ne va pas installer des bases militaires partout. C'était uniquement une promesse, Monsieur Collomb. Il n'y avait pas... Oui, pardon ? Ce n'était qu'une promesse, finalement, qui lui a été faite. Directement bafoué, et l'OTAN s'est installée dans 14 pays autour de la Russie. Dans une récente émission de Michel Midi, j'ai montré les cartes qui montrent que c'est un vrai encerclement. Je rappelle qu'en 62, quand l'Union soviétique avait des missiles à Cuba, pas loin des États-Unis, on a failli avoir, j'étais tout jeune à l'époque, on n'avait pas vécu ça, mais on a failli, tout le monde craignait la Troisième Guerre mondiale parce que c'était intolérable pour les États-Unis. Les États-Unis sont en train de faire exactement la même chose contre la Russie, et là, c'est soi-disant pour la démocratie. C'est clair que les États-Unis sont dans le fond l'agresseur. Je n'approuve pas ce qui a été fait par la Russie. Je pense que ça viole le droit international, ça viole la souveraineté, ça peut dresser les populations beaucoup plus encore les diviser, mais il faut reconnaître que la provocation vient de Washington et de ses alliés. Merci. Alors, Monsieur Adem, on va reprendre avec vous. Finalement, le tour que prend la crise ukrainienne est-elle une surprise, vu tout ce qui nous a été raconté aujourd'hui? On voit qu'après la guerre froide, il y a eu ce maintien des deux blocs, cette bipolarisation du monde. On a toujours voulu avoir une hégémonie sur le monde. Je parle des USA, bien sûr. Monsieur Collomb dit qu'il y a eu utilisation, quelque part, un petit peu de la communauté européenne, de l'Europe, pour essayer toujours de contrer son premier ennemi. Donc, finalement, est-ce que cela vous surprend aujourd'hui, la tournure que prend la crise ukrainienne? Non, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait M. Collomb. Zbigniew Brzezinski, qui était secrétaire d'État, le stratège américain. Oui, absolument, avait déjà annoncé dans un livre, L'illusion de l'équilibre des forces, les changements stratégiques qui allaient intervenir à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Maintenant, quelles sont les raisons profondes de ce que nous vivons? D'abord, me semble-t-il, un traumatisme historique qui s'est transformé en syndrome. Ça a été sous-estimé. Absolument. Et puis, il y a le reniement d'une parole donnée. Donc, pour le traumatisme qui s'est transformé en syndrome, c'est les accords de Munich avec Hitler, avec le Troisième Reich. Et je pense que M. Zelensky aurait dû relire tout ce qui a été écrit autour de cette affaire pour s'apercevoir qu'à ce moment-là, et cela est valable encore maintenant, Lloyd George et Daladier, les deux premiers ministres de l'Empire britannique et de la 4e République en France, ont renié leurs paroles parce qu'ils se sont engagés à protéger la Tchéquie, et au moment des accords de Munich, ils ont laissé la délégation envoyée par le président Beneš, ils l'ont laissé à l'extérieur de la salle de réunion. Et puis, ce qui fait dire au Premier ministre britannique qui est venu après... Qu'on comprenne quelle est la promesse qui a été bafouée. Je vais y revenir. Donc ça, c'est le premier syndrome. C'est ce qui dicte un petit peu... Ce syndrome dicte un petit peu la réaction de l'Europe occidentale à l'égard du président Poutine. Maintenant, la parole donnée. Au moment de la réunification, comme le disait M. Collomb, au moment de la réunification, l'URSS, qui était en pleine dislocation, en pleine déliquescence, avait peur de la réunification de l'Allemagne, qui était déjà, la RFA, bien avant qu'elle s'adjoigne la RDA, était déjà une puissance économique redoutable. Et puis, nous connaissons les relations étroites entre Washington et Berlin. Cette parole, oui, elle a été donnée. Maintenant, nous avons vu un quotidien allemand, Der Spiegel, qui est très sérieux, qui dit qu'il y a des archives déclassifiées qui prouvent que, au-delà de la parole, il y avait un procès-verbal de ces... L'OTAN n'a pas respecté. L'OTAN a continué à s'élargir. Elle s'est élargie d'abord en Pologne, et puis dans les pays baltes. Donc, il ne reste plus rien, à l'exception de l'Ukraine, pour que les forces de l'OTAN soient carrément
aux portes de la Russie. Il y a bien entendu un ensemble tout un discours moralisateur qui s'est développé et je pense sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Alors, est-ce que pour les États-Unis, l'élargissement aujourd'hui de l'OTAN à l'Ukraine est un objectif de première importance? Si vous permettez, il faut peut-être revenir à une lecture ordonnée sur les grands aspects stratégiques, sur les motivations des uns et des autres pour comprendre un peu mieux, parce que c'est quand même un dossier complexe et puis qui est annonciateur de changements majeurs à l'échelon planétaire. D'abord, la Russie estime qu'elle fait l'objet d'une offensive coordonnée, organisée, persistante depuis un long moment. Oui. Alors, d'abord, l'installation de régimes hostiles à la Russie au niveau de ses frontières. Deuxièmement, des menaces militaires, et ils évoquent non seulement les menaces de tous les boucliers antimissiles installés en Roumanie et en Pologne, la résiliation des traités et des actes, n'oubliez pas START, et puis le traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui a été résilié en 2019. C'est donc l'ensemble d'une vision. Et puis, il faut y ajouter les sanctions. Des sanctions, Poutine a estimé que les sanctions ont eu un impact négatif de plus de 25% sur l'économie russe. Et donc, ils estiment qu'il y a une velléité stratégique d'encerclement de la Russie. Alors, l'autre point de vue OTAN, c'est que les pays sont libres, qu'ils peuvent adopter souverainement une relation et un pacte militaire. On sent qu'il y a donc deux argumentaires qui s'ignorent. Cela a été dit, il faut le rappeler, il y a eu effectivement une promesse, certes non formalisée par écrit, mais une promesse solennelle de non-extension vers la Russie, et c'est en 5 vagues successives que 14 pays ont rejoint l'OTAN entre 1999 et 2019, puisque le dernier, la Macédoine du Nord, est rentré en 2019. Mais effectivement, ce qui est intéressant, donc on avait posé le principe de l'inéligibilité des pays frontaliers de la Russie à entrer dans l'OTAN. Évidemment, les arguments sont évidents, sont clairs. Il n'y a pas de menace. On met en place une coexistence. Et puis, surtout, l'architecture sécuritaire. Alors, pourquoi, sur ces points, il y a eu une focalisation? L'Ukraine est un point stratégique majeur qui conditionne, selon la Russie, toute sa vision d'architecture. Parce que l'Ukraine, il faut le rappeler, d'abord, il y a un lien historique. Khrouchtchev était ukrainien, il a été président du Conseil des ministres donc de l'URSS de l'époque de quasiment 1958 jusqu'à 1964. Et puis, elle était appelée la Petite Russie. Et donc, il y a une double vision. Un défi intérieur, parce que la Russie est composée d'une mosaïque de population, et puis voir une partie qui était intégrée totalement en termes culturels, en termes historiques, partir et rejoindre le camp adversaire et de façon offensive était un très mauvais signal donné pour les populations et les composantes de la Russie. Et donc ça, c'est la première raison stratégique majeure qui est intérieure. La seconde, c'est que l'Ukraine, c'est la mer Noire. Et puis, le détroit de Kerch est un détroit qui conditionne ce que l'on appelle donc un système fluvio-maritime qui ouvre sur 5 mers. Sur 5 mers, la mer Blanche, la Baltique, la mer Caspienne, la mer d'Azov, puis la mer Noire. Et donc, c'est l'ensemble de l'architecture sécuritaire russe qui est menacée, en n'oubliant pas que la mer Noire s'ouvre sur la mer de Marmara, qui s'ouvre sur la Méditerranée. Et ils estiment maintenant, c'est une lecture globale, d'ailleurs Poutine répond à une stratégie globale, il fait une réponse globale. Et c'est là que nous amènerons notre débat sur le lien qui doit être fait entre l'événement de la Syrie, puisqu'il y a une base qui s'appelle Tatrous,
qui permet à la Russie d'être présente en Méditerranée. Et donc, ils estiment dans la lecture géostratégique globale que, si vous voulez, tous les événements ne visaient pas la Syrie en tant que telle, ni son premier responsable. On va remonter un petit peu au conflit. C'était une vision stratégique pour qu'on y revienne, pour que je conclue sur cette manière de façon claire. On voulait interdire l'accès de la Méditerranée à la Russie et à la Chine. Pourquoi maintenant les grandes puissances ne peuvent pas aller dans des confrontations nucléaires, mais elles se font face par conflits interposés. Alors parmi les revendications de la Russie aujourd'hui sur cette opération militaire en Ukraine, c'est cette volonté de dénazification, cette montée des partis fascistes un petit peu en Europe. Hein. Il y a l'extrême droite ou la droite qui est en train de prendre beaucoup de place aujourd'hui en Europe et spécialement en Ukraine. Il y a des partis d'extrême droite très puissants où il y a cette montée donc, de ce fascisme, de ce nazisme. Aujourd'hui, c'est une réalité qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus. Il y a une réalité. Je pense que l'histoire de l'Ukraine avec le nazisme remonte à 1930. L'Ukraine a toujours eu, notamment l'OUN, qui est une organisation de résistance avec son aile militaire, l'UPK, a toujours eu des relations étroites avec le Parti national-socialiste en Allemagne. Et puis, à partir de 1940, il y a eu des relations directes qui ont été des formations, qui ont été dirigées par l'Abwehr, le service de renseignement de la marine du Troisième Reich, et qui avait formé des officiers, des sous-officiers, des éclaireurs qui ont accompagné la Wehrmacht lors de l'agression de l'URSS. Bien après, on sait que des Ukrainiens ont constitué l'essentiel de la 2e division SS et qu'ils ont participé à la liquidation pure et simple des partisans aussi bien ukrainiens, géorgiens, mais plus particulièrement soviétiques, russes. Et c'était la même chose avec les partisans polonais. Donc l'histoire est assez longue. C'est-à-dire que le bataillon Azov qu'on voit maintenant, qui s'est développé plus particulièrement après 2014, et qui, en 2018, on se rappelle que la communauté juive d'Ukraine et aussi d'autres communautés, les russophones, les polonais, se sont élevés contre ce bataillon Azov qui, pas seulement dit appartenir, il le dit clairement, et à travers des cérémonies, il explique son appartenance à la pensée et à l'idéologie nazie, mais aussi il a constitué le fer de lance de l'armée lors des accrochages en 2014 et à partir du moment où il y a eu des mouvements séparatistes au Donbass, ce bataillon, pas seulement a participé, mais il a été intégré à l'armée ukrainienne et dont le chef est maintenant extrêmement influent puisqu'il est le 2e membre du ministère de la Défense. Il faut rappeler aussi que dans les années 80, à la fin des années 70, début des années 80, mais plus particulièrement après la chute de l'Union soviétique, l'un des fondateurs du parti nationaliste d'obédience carrément nazi, national-socialiste, est maintenant un député influent de la Rada. Oui. Si vous me permettez une minute, tout à l'heure j'ai parlé de l'importance que donne le Kremlin à l'engagement qui a été pris en 1990. Cette importance, j'en veux pour preuve que lors des accords de Genève, lors des discussions à Genève sur les 7 points qui constituaient les propositions de la Russie fédérale, se trouvent 2 points qui étaient très importants. Le premier, c'est une reconnaissance, une proclamation écrite
écrite par les États-Unis et par l'OTAN que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, d'une part, et d'autre part, sans revenir à Start, revenir sur la portée des armes qui sont installées, notamment dans les pays baltiques, c'est-à-dire la Lettonie, la Lituanie et jusqu'à la Pologne, de manière à brider la portée des missiles à moyenne portée. Alors juste pour terminer sur cette question de dénazification, il y a eu aussi ce projet, hein, M. Collomb, vous en parlez dans vos vidéos, de résolution sur la lutte contre la glorification du nazisme qui a opposé longuement Fédération de Russie et les États-Unis, pour lequel finalement les USA et l'Ukraine, les deux seuls pays qui ont voté contre. Il y a une vraie montée donc du fascisme dans ce pays, M. Collomb. Oui, je pense qu'il faut... L'intervenant précédent a tout à fait raison de souligner le véritable traumatisme que cela provoque en Russie et pas seulement en Russie, cette glorification et cette manipulation de partis absolument nazis. Pas néo-nazis, mais carrément nazis dans la continuité. Il ne faut pas oublier que l'Union soviétique a quand même eu 23 à 30 millions de morts parce que c'est elle qui a porté le poids principal de la lutte contre le nazisme et c'est elle qui a vaincu Hitler, il ne faut quand même pas l'oublier. Et le fait que les États-Unis utilisent ainsi des crapules fascistes, il n'y a absolument pas d'autre mot, est vraiment un scandale qui devrait révolter la population en Europe, sauf qu'on ne le dit pas, mais c'est un grand problème. Les États-Unis sont habitués à choisir des terroristes comme alliés sur le terrain. J'ai parlé d'Al-Qaïda en Afghanistan, ils se sont appuyés sur Al-Qaïda en Libye, on utilise ici des nazis qui en plus sont antisémites. Alors on massacre les Palestiniens en disant que ceux qui critiquent sont antisémites, mais les États-Unis eux-mêmes se donnent le droit de travailler avec des antisémites épouvantables. Donc on est vraiment non seulement dans les promesses reniées, mais dans la manipulation de ce que l'humanité compte de plus bas au niveau des formations politiques. Alors aujourd'hui, intégrer, on l'a compris pour la Russie, intégrer l'Ukraine dans l'OTAN est un casus belli pour la Russie. C'était la limite à ne pas dépasser. Oui, mais alors peut-être qu'il faut aussi rappeler que quand on a évoqué les régimes hostiles, ou quand on a évoqué l'offensive notamment de la triade. La triade, c'est les États-Unis, Canada, c'est l'Europe et c'est le Japon. C'est ce système monde que les uns et les autres ont considéré comme système hégémonique qui coordonne ses actions stratégiques sur le plan financier, sur le plan militaire, évidemment avec à la tête le leadership américain. Lorsqu'on a encerclé, selon donc la vision russe, le théâtre d'opération donc russe, le territoire russe, on a utilisé un certain nombre d'instruments financiers militaires. Mais, et pour revenir sur ce point-là, on a, dans les manipulations, on a utilisé très souvent le segment d'extrême droite. Il faut rappeler que Navalny, donc opposant à l'intérieur du champ politique russe, est d'extrême droite. Et donc l'intégralité de ces segments d'extrême droite, soit à l'intérieur de la Russie, soit dans les pays voisins, ont été totalement instrumentalisés, ont totalement été utilisés. Et donc c'est un peu cette stratégie globale. Mais rapidement, pour réouvrir le champ, ce qui devient intéressant, parce que la question qui va se poser en dehors du cessez-le-feu en Ukraine, c'est toute cette architecture de sécurité en Europe, c'est ces enjeux énergétiques, sécurité, mais par-delà, c'est ça, un monde qui se transforme. C'est-à-dire, vous avez l'économie mondiale, et c'est ça qui rend nerveux les pays de la triade. C'est qu'à l'époque, à la naissance, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était 75% du PIB mondial. Maintenant, ils en sont à quasiment 50%. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Europe se retrouve un peu piégée par ce conflit? On parle beaucoup du déclin de l'Europe. On parle aussi de l'Allemagne qui revoit un petit peu sa stratégie sur le plan militaire, qui reprend son PIB, son PIB pour la militarisation. On sent qu'il y a une peut-être volonté de redéfinir l'architecture, comme vous le disiez, militaire de l'Europe aujourd'hui. Je pense que l'Europe a connu plusieurs étapes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On se rappelle que le général de Gaulle, pour la France, à un moment donné, a décidé d'avoir sa propre politique étrangère
indépendante et sa propre stratégie militaire. C'est ce qui a amené la France, dans les années 60, à aller vers une nouvelle politique militaire et nucléaire. Bien. Pour l'Allemagne, nous connaissons les conditions issues de la Seconde Guerre mondiale. Il y a de cela 3 ou 4 jours, le chancelier allemand a parlé de 100 milliards de dollars pour relever le niveau d'opérationnalité de l'armée donc allemande. Mais au-delà de cela, tout à l'heure, en off, M. Laïchoubi a abordé cet aspect. L'Allemagne constitue la puissance économique et la menace en même temps pour les USA, comme le disait M. Collomb. Elle n'est pas un danger pour la Russie, ni pour les pays du sud-ouest asiatique. Elle est d'abord un danger pour les USA parce que l'Europe est considérée comme le premier marché, mais comme les premiers États instrumentalisés par le biais de l'Alliance Atlantique et qui se sont complètement alignés sur la politique américaine. Quand on parle de la politique de l'OTAN, c'est en réalité, elle est décidée au niveau du secrétariat d'État, à Washington et au niveau du Pentagone. C'était pour éviter ce rapprochement Europe-Russie et finalement, on a peut-être poussé la Russie vers la Chine aujourd'hui qui menace de renverser cet ordre mondial. Vous savez, à chaque fois que l'Europe a parlé d'une politique de défense commune, Washington s'est arrangé pour qu'il y ait un problème qui va retarder cette homogénéisation, mais surtout la mise en place d'une véritable politique de défense européenne. Nous l'avons vu avec l'Irak. Chirac avait pris position contre, on a voulu isoler la France. Sarkozy est venu après, il a ramené la France dans l'escarcelle de l'Alliance Atlantique. À chaque fois qu'il y a une possibilité de lancer une véritable défense, une politique de défense européenne, Washington, par le biais de l'Alliance Atlantique, essaye de créer des problèmes. Maintenant, je pense qu'on gagnerait, en avançant dans le débat, il n'y a pas une opération militaire, il n'y a pas une guerre qui est engagée sans ce que les militaires appellent les buts de guerre. Quels sont les buts de guerre du Kremlin? Parce qu'il y a une personnification dans les médias de dire la guerre de Poutine. Ce n'est pas la guerre de Poutine, c'est la guerre de la Russie pour des raisons géostratégiques immédiates et pour des raisons géostratégiques à moyen terme et à long terme. Maintenant, l'image du monde en termes de géostratégie va changer après cette guerre. Quels sont les buts de guerre? À quel moment la Russie va accepter d'aller dans le fond du débat avec les Ukrainiens et à travers eux avec l'Alliance Atlantique. La question vous est posée un peu, monsieur Michel Collomb, aujourd'hui. Finalement, quels sont les enjeux aujourd'hui? Quels sont les buts? Jusqu'où ira-t-on? Beaucoup parlent de cette possibilité de troisième guerre mondiale parce qu'on brandit un peu la menace du nucléaire. Il y a une surenchérisation derrière de qui est le plus fort et de qui va sortir l'arme le premier. In fine, ça risquerait aussi de se terminer mal. Comment vous prévoyez? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des négociations qui aboutiront à un cessez-le-feu et à une solution qui ne nous mènerait pas vers une troisième guerre mondiale? Écoutez, je pense qu'à Washington, les généraux du Pentagone et les experts de la CIA à l'anglais savent que s'il y avait une guerre mondiale, les États-Unis n'en sortiraient pas vivants et que donc l'humanité serait en danger. Donc il y a toujours un risque de dérapage et il faut être très vigilant et il faut, à mon avis, continuer à se battre pour l'interdiction des armes nucléaires absolument partout. Je rappelle qu'Israël en a et qu'on n'en parle pas et qu'on accuse l'Iran mais on ne parle pas de ça. Je pense que effectivement, la personne qui m'a précédé a raison de souligner le fait que le monde est en train de changer et ça va s'accélérer avec ce conflit. Personnellement, j'ai été surpris par la réaction de la Russie
en déclenchant cette offensive. Je crois que beaucoup de gens auront été surpris. Maintenant, il faut dire que la Russie recule depuis des années. Il faut dire que le gouvernement, l'armée ukrainienne et ses bataillons fascistes bombardent les populations civiles dans le Donbass depuis des années, avec des écoles détruites, des enfants assassinés, etc. Donc, est-ce qu'ils avaient le choix? Je pense que c'est un événement historique très très important parce que chaque guerre de chaque côté a plusieurs buts, on a raison de le dire, il y a plusieurs dimensions. Et je crois que Poutine a voulu aussi envoyer un message. Vous avez employé la force absolument partout, vous avez employé la violence, vous avez fait la guerre en violant la charte de l'ONU, etc., en violant le droit international, en refusant de négocier des solutions. Et donc, moi aussi, je peux le faire, et sur ce terrain-là, vous n'allez pas gagner. Vous parlez des sanctions et des représailles. Je pense que cette crise montre aussi, c'est un début de Poutine, que l'Occident est beaucoup plus faible qu'avant. Il ne va envoyer aucun soldat. Il va continuer à se battre par peuples interposés. Il va continuer à pousser les Ukrainiens dans cette voie suicidaire. Ils sont en train de les Et donc, armer également. oui, le rapport de force est en train de changer absolument. Et la dimension qu'on doit souligner pour compléter ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que c'est la montée de la Chine qui est le facteur fondamental de ce changement des rapports de force. Montée de la Chine d'abord sur le plan économique, bien sûr, politique. L'alliance entre Moscou et Pékin étendue à toute l'Asie, à l'Organisation de la coopération de Shanghai, ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup trop peu en Europe et aux États-Unis, mais c'est probablement le phénomène majeur qui est en train de nous faire basculer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Et donc, on ne sait pas quelle va être la réaction des États-Unis. Il y a une part d'irrationalité là-dedans. Ils n'ont pas de solution. Je rappelle que les États-Unis sont aussi un pays en crise à l'intérieur profonde, extrêmement divisé, je n'ai pas besoin d'expliquer. La crise sociale est énorme, les frustrations aussi. Donc une bonne guerre, c'est le truc habituel pour détourner l'attention et trouver un méchant à l'extérieur pour que les gens ne se posent pas trop de questions sur l'intérieur. Donc oui, on est dans un changement fondamental d'époque, oui, de rapport de force. Mais je voudrais souligner une dernière chose, si vous me le permettez. Vous avez parlé des dépenses d'armement qui vont augmenter en Allemagne et en Europe. Pour moi, je suis scandalisé parce que dans mon pays, il y a de plus en plus de pauvreté. On donne de l'Occident une image de richesse, tout le monde vit bien, etc. La pauvreté se répand, il y a des gens qui ne savent plus payer le médecin pour leurs enfants, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui sont obligés de manger, de dormir dans la rue, de plus en plus, quand vous circulez à Bruxelles, vous voyez ça. Et donc, on ne fait rien pour les écoles. Les hôpitaux, quand on a eu le Covid, on avait fermé 100 000 lits en France, 35 000 lits en Belgique, dont on aurait eu beaucoup besoin. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Donc, je crois que, pas seulement comme journaliste, mais comme citoyen, on a vraiment un devoir de dire arrêtez de mettre de l'argent dans tous ces armements qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à créer des fortunes, qui ne font qu'aggraver les problèmes. Mettez l'argent dans le social, laissez les peuples des autres pays décider de leur sort et cessez de vous prétendre être le maître du monde qui doit aller régler les problèmes partout. Vous avez suffisamment de problèmes chez vous, occupez-vous de ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un fait. Il y a des responsables européens qui ont aujourd'hui rappelé que ce conflit a finalement dévoilé un peu la faiblesse du G7, du G20, de l'ONU, de l'OTAN même, qui était pour certains en mort cérébrale. Il faut aller vers le multilatéralisme aujourd'hui, Monsieur Raichoubi. Peut-être repréciser quelque chose. Est-ce que cet événement est venu comme ça d'un seul coup et monté en cadence? À mon sens, non. Oui. À mon sens, au contraire, il faut le souligner, la Russie, et donc à travers son premier responsable Poutine, a totalement planifié de façon rigoureuse cette montée en cadence et donc le conflit militaire. Pourquoi? Et on l'a expliqué, on avait dit que ça avait des racines profondes. De Poutine, il a pris soin d'abord de façon spectaculaire de moderniser son potentiel militaire. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il intervient dans cette action militaire après avoir constitué une capacité financière énorme, colossale. 673 milliards de dollars de réserves de change, 2300 tonnes or.
il a soigneusement préparé avec une dédollarisation de l'ensemble de son système et il a attendu une montée extrêmement favorable. N'oubliez pas la montée des prix du point de vue énergétique. Donc des positions de force. Et cela a été dit tout à l'heure, j'y reviens dessus parce que ça c'est l'élément essentiel. Il s'adosse à une mutation, une inversion de l'économie mondiale majeure. Et donc, avec les événements de Syrie, avec les événements répétés, il s'affirme comme puissance mondiale. Et en plus, dans des zones absolument stratégiques, c'est-à-dire dans toutes les zones de production des énergies fossiles, donc au Moyen-Orient, à telle enseigne que, si vous voulez un élément illustratif, c'est cette collaboration entre l'OPEP et la Russie, notamment l'Arabie Saoudite, et tenez-vous bien, vous, les pays du Golfe, toute la position de l'ensemble de ces pays sur cet événement, donc il reste équidistant. Alors maintenant, l'inversion de l'économie mondiale, c'est important de le souligner. La Chine était, en 1976, pesait 1% de l'économie mondiale. 30 ans après, elle pèse 7%, donc elle a multiplié par 7. Deux éléments. On sent qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui. Non, si vous voulez, l'agacement des grands pays et l'enjeu réel, c'est qu'on sent qu'il y a un nouveau monde qui vient et que chacun essaye de s'armer, d'avoir des cartes stratégiques. Le seul excédent du commerce extérieur chinois représente l'intégralité du PIB de la Pologne qui est la 21e économie mondiale. L'ensemble des ventes, c'est-à-dire des exportations chinoises, représente la 5e économie mondiale qu'est la Grande-Bretagne. Et donc, si vous voulez, quand vous regardez cette alliance qui a été mise en place, Poutine, qui a travaillé à une relation avec la Chine et l'Iran, cela veut dire que face à un monde, le système monde que nous évoquions tout à l'heure, États-Unis, Canada, Union européenne, Japon, il y a un autre monde qui se tisse pour faire face. Oui. Et donc ces équilibres, alors nous allons avoir, avant que ce nouveau monde mette le cap, nous allons vivre des périodes transitoires très difficiles, notamment des pays comme nous, les pays pivots, parce que, cela a été dit, je le répète, on fait des guerres interposées. L'Ukraine, c'est une guerre interposée. Oui, la Syrie, c'est une guerre interposée. Oui. Et donc c'est cela. Alors, on va parler peut-être aussi de ce contexte économique. Ce qu'on comprend aujourd'hui, d'après ce que vous disiez, M. Lachoué, c'est finalement que pèse l'Europe face à ce triangle, Russie, Chine et Russie. Il y a un contexte économique aussi derrière. Il y a eu des sanctions économiques imposées à la Russie. L'Europe qui ferme son espace aérien à la Russie. Les États-Unis, non. Finalement, l'Europe, elle aussi, va se retrouver impactée par ces mesures. D'abord, sur le plan économique. D'abord, un mot sur les sanctions. Nous avons vu que les sanctions des États-Unis et de l'Europe contre l'Iran, pendant ces 40 dernières années, ont permis à l'économie iranienne un essor qu'elle n'aurait pas eu s'il n'y avait pas ces sanctions. Une autosuffisance sur le plan agroalimentaire, une industrie militaire en plein essor, la médecine, la recherche médicale en plein essor. Il y a, vous savez, on est d'accord pour dire qu'elles n'ont réellement jamais abouti, n'ont pas d'impact. D'autant plus, comme le disait maintenant M. Lachoubi, la Russie fédérale, depuis l'arrivée de Poutine, et même dans les périodes où Poutine était Premier ministre, c'est fixer un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est d'avoir une économie forte qui sera, bien sûr qu'elle sera impactée, mais elle sera moins impactée dans l'essentiel. Le pays, la Russie est un pays l'un des plus grands pays en matière de céréales. Sur le plan énergétique, de blé. Oui, sur le plan énergétique, la Russie n'a aucun problème. C'est-à-dire sur l'essentiel, la Russie n'a pas de problème. Et puis, elle peut compter sur le soutien de la Chine également. Elle peut compter d'abord sur le soutien de la Chine, sur le soutien de l'Iran. Et sachez que les sanctions, à un moment donné, quand ils seront intolérables,
la Russie fera intervenir ses escortes militaires pour lever. Ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas la Libye, c'est la Russie fédérale. Ils toléreront à un moment donné, au-delà duquel il y aura tolérance zéro. Vous savez comment les États-Unis arrivent à imposer les sanctions? Parce que l'essentiel du commerce mondial est libellé en dollars. Nous allons aller dans quelques années vers d'autres monnaies. Oui. Pas spécialement la monnaie chinoise. Ça a été discuté entre la Russie et la Chine. Et la Chine. Oui. Et ça, on ira, vous savez, les réserves d'or qui ont été réalisées aussi bien par la Chine, par la Chine et par la Russie. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse. On a assassiné Muammar al-Kadhafi parce qu'il a acheté beaucoup d'or sur le marché mondial avec l'idée d'avoir une monnaie africaine. Oui. Et que, au-delà de toute chose, la première raison que le capital mondial a utilisé, c'est celle-ci. Alors, juste une petite parenthèse que j'ouvre également, quand vous disiez ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas l'Afghanistan, ce n'est pas la Libye. Je reprends un petit peu, on parlait de cette montée d'extrême droite aussi en Europe. On fait une comparaison assez très légère en disant ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas comme en Syrie, comme en Irak. Il y a une banalisation de ce qui se passe ailleurs et pas chez eux. Vous savez, l'arabe ne pèse pas aussi lourd que l'européen. Nous n'avons pas vu l'Europe lors de l'agression de l'Irak pour des raisons fallacieuses. Nous rappelons de M. Colin Powell, qu'il repose en paix, secrétaire d'État, arrivé avec une petite fiole et mentir d'une manière éhontée à la communauté internationale. 6 millions d'Irakiens ont été assassinés pour des raisons fallacieuses. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. La Libye a été détruite. Et vous savez, la Libye a été l'action de trop de l'Occident qui a fait que la Chine et la Russie ne se laisseront plus faire. Nous avons vu juste après la tentative de déstabilisation pour des raisons énergétiques. Parce qu'il faut rappeler que la Libye a été attaquée pour des raisons énergétiques et bien sûr géostratégiques, celle de la protection de l'entité sioniste. Mais il y a eu des enjeux énergétiques qui existent aussi dans ce conflit. Et qui existent sur le Nord Stream, sur ce conflit. On va y arriver. Je vais juste faire rebondir, Monsieur Collomb, si vous voulez bien, sur cette guerre d'information, cette propagande de guerre aujourd'hui utilisée par les médias. Et puis je disais comment ils arrivent à parler de ces guerres menées en Syrie, en Irak, et de la comparer avec une telle discrimination, légèreté ahurissante face au conflit ukrainien. Oui, on est dans le deux poids, deux mesures, qu'on pourrait résumer en disant ce que les États-Unis font, c'est bien, ce que les Russes font, c'est toujours mauvais. Et effectivement, j'avais une discussion hier avec des amis qui ne suivent pas très fort la politique, mais qui écoutent nos télévisions, nos quotidiens. Et ce qui est très important dans cette propagande de guerre, c'est que vraiment, il s'agit d'un véritable lavage de cerveau, on doit employer ce genre de terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai résumé pour mettre en garde, pour essayer d'appeler les gens à se défendre contre la manipulation qui leur fait du tort en fait, parce qu'on prend leur argent pour aller massacrer des gens ailleurs, pour provoquer des problèmes, pour exacerber le terrorisme, au lieu d'utiliser cet argent pour résoudre leurs problèmes sociaux et financiers. Et donc, je résume ça comme mise en garde en disant que dans chaque guerre, on applique les 5 principes de la propagande de guerre, occulter les intérêts économiques, cacher le fait qu'il s'agit des profits des multinationales et de la domination économique du monde, occulter l'histoire, toujours cacher ce que le colonialisme a fait et qui explique beaucoup les conflits locaux, qui peuvent avoir une dimension bien entendu, diaboliser l'adversaire, toujours cacher qu'on s'en prend à un peuple et qu'on fait un tort aux classes sociales populaires, et diaboliser en personnalisant et en disant voilà, c'est Poutine, c'est Assad, c'est Kadhafi, c'est un fou, c'est Hitler, il a des armes, ceci, cela, etc.
inverser l'agresseur et l'agressé. Ça, il suffit de rappeler l'exemple d'Israël et de la Palestine, on est en plein dedans, mais c'est tout le temps. Et un cinquième principe de la propagande de guerre, c'est monopoliser l'information, c'est-à-dire empêcher le débat. Des gens comme moi, comme Anne Morelli, comme Chomsky, etc., sont interdits d'antenne sur ces questions en France, en Belgique, en Europe occidentale, etc. On nous bassine les oreilles avec le fait que nous défendons la démocratie et que nous devons défendre la démocratie partout dans le monde. Il n'y a aucune démocratie d'information et de débat dans un pays comme le mien. Il y a un semblant de débat, mais il y a le refus de confronter les opinions des uns et des autres pour que les citoyens puissent se faire une opinion. Ça vaut sur Cuba, sur le Venezuela, sur la Bolivie, sur la Palestine, sur la Libye, la Syrie, maintenant sur l'Ukraine. On est vraiment dans un phénomène de censure. D'ailleurs, vous avez un phénomène extrêmement clair. Ursula von der Leyen qui veut maintenant interdire la chaîne Russia Today qui donne une information avec l'autre point de vue. On peut partager ou ne pas partager, mais on entend un autre son de cloche. Et est-ce qu'on estime que les citoyens ne sont pas capables de se faire une opinion entre les différents avis qu'ils entendent? La véritable raison de cette interdiction, c'est que les médias européens cachent des choses à leurs citoyens et ne savent pas quoi répondre aux choses qui sont dites par Russia Today. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des erreurs, tout journaliste commet des erreurs, bien entendu, on peut toujours être influencé par ceci ou cela, mais la meilleure manière de tirer ça au clair, c'est de faire un débat contradictoire et de traiter les gens en adultes, mais on n'est pas du tout là-dedans. On va essayer d'avancer dans le débat. Il nous reste vraiment 10 minutes. On va essayer d'être rapide sur plusieurs questions qui nous restent aussi à déterminer. Vous parliez des enjeux énergétiques tout à l'heure. Aujourd'hui, on sait pour les États-Unis, le contrôle de l'Ukraine répond à 3 objectifs principaux. On l'a dit tout à l'heure. Donc renforcer l'OTAN, affaiblir la Russie et contrôler les routes du gaz. Très rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Laïchoubi, sur cette question. Oui, très rapidement, on va essayer. Oui, je sais qu'il faudrait encore plusieurs heures pour... Oui, certainement. Non, il y a peut-être dans ce débat, pour le nourrir et que l'auditeur comprenne très bien, 2 ou 3 éléments, si vous permettez, sur lesquels je vais revenir. D'abord, on a parlé de l'Europe. Très rapidement, c'est le double langage européen, notamment les puissances à l'intérieur de l'Europe. Pourquoi double langage? Parce qu'ils sont intégrés totalement au système que nous venons d'évoquer. Ils en tirent bénéfice sur le plan stratégique. Ils se taillent des zones d'influence. Vous prenez la puissance française au Sahel. À l'époque, elle revendiquait la Syrie, elle revendiquait le Liban, et c'est là qu'elle intervenait. Et en même temps, ils estiment que les États-Unis ne coordonnent pas suffisamment. L'enjeu réellement est un enjeu hégémonique, il faut le rappeler. Donc ils sont... Une partie de l'Europe est totalement dans la philosophie hégémonique. Et donc, quand ils évoquent les questions dites démocratiques, ce n'est pas totalement vrai. Ils sont dans un système qui se taille ses intérêts grâce à des interventions géostratégiques majeures, conflits armés, avec des catastrophes que nous pouvons évoquer, cela a été dit, la Libye, etc. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que nous sommes à un nouveau Yalta. Les 70 dernières années de monopole de la triade, parce qu'on peut dire l'Occident, mais en réalité, ça n'est pas vrai que c'est l'Occident, parce que c'est des types de gouvernance, c'est une philosophie politique qui n'est certainement pas partagée par l'ensemble des populations de l'Occident. Et donc, cette triade-là impose, elle a dominé le monde durant 70 ans, ça n'est plus possible. Le monde, l'inversion économique n'est pas qu'économique, elle est aussi militaire de défense, avec l'émergence de la Chine, ça a été dit, avec l'émergence de la Russie. Et donc nous sommes au bord de la construction d'un nouveau système avec une redistribution des cartes. Oui. Alors à l'intérieur de l'Europe, vous avez des pays qui ont des philosophies différentes. Vous avez l'Allemagne qui, elle, n'a pas une vision ultra-militariste comme un certain nombre d'autres pays, c'est-à-dire qu'elle n'arrache pas... Mais comme l'Allemagne et l'Europe, aujourd'hui, pour revenir à cet enjeu... Elle n'arrache pas d'avantages commerciaux grâce à son armée, comme le fait la puissance française. Donc vous avez des philosophies totalement différentes. Et donc l'Allemagne, qui a une capacité, une puissance technologique et industrielle, sa prétention, c'est de construire une coopération énergétique, c'est d'avoir une Europe qui a une autre vision de collaboration et de coopération. Si vous levez
la vision hégémonique, vous risquez, ça les Américains l'ont très bien compris, de trouver une Allemagne plus proche du multilatéralisme chinois et plus proche de la Russie. Donc derrière tout ce débat, et on l'a dit, le risque c'est pour un certain nombre de pays, soi-disant les questions nationalistes, les souverainistes, quand vous voyez dans les élections présidentielles en France, quasiment 60 à 65% de l'expression est une expression quasiment raciste et autre. Vous voyez donc que dans la construction du nouveau monde qui arrive, les bellicistes, les philosophies bellicistes, et ceux qui ont une autre prétention. Il me semble que ça, c'est des questions qu'il faut mettre en évidence. On n'a pas vraiment le temps de développer tout cela. Non, merci. Mais il est utile de les rappeler et d'insister de façon On aurait importante. voulu avoir plus de temps. Hein. Malheureusement, nous n'avons plus que quelques minutes pour clore. On va revenir sur cet enjeu énergétique. L'Union européenne reste dépendante aujourd'hui du gaz russe. Vous parliez du Nord Stream 2 qui a été carrément freiné par les États-Unis parce qu'eux aussi avaient des prétentions sur la vente de leur gaz de schiste pour l'Europe. Il y a toujours des enjeux stratégiques, économiques derrière. Aujourd'hui, avoir la main sur les routes du gaz et du pétrole est un enjeu stratégique. Oui, nous l'avons vu, la guerre qui a été déclenchée par un certain nombre de pays européens et par les États-Unis contre la Syrie. Je reviens sur la personnification, pas contre Bachar al-Assad. La guerre a été déclenchée par implosion, c'est la guerre de 4e génération, en utilisant des Syriens contre des Syriens pour des raisons énergétiques, pour empêcher la construction d'un pipe qui allait traverser la Syrie. Nous l'avons vu avec le Nord Stream. Je vais vous dire, sur le plan énergétique, ce n'est pas les États-Unis qui vont avoir... ce n'est pas l'économie, ni les citoyens américains qui seront impactés. Avec le problème énergétique, c'est l'Europe qui va être impactée et c'est l'Europe qui va, j'allais dire, précipiter sa déliquescence économique qui est déjà engagée. En face, vous avez la Russie qui est grand producteur de pétrole, grand premier producteur de gaz, et à côté, vous avez une Chine qui est grande consommatrice de gaz et de pétrole. Donc ça constitue un marché qui se complètent. Et je pense, comme le disait M. Laïchoubi, il faut plusieurs émissions pour donner suffisamment d'éclairage. Je vais donner le mot de fin à M. Collomb, s'il vous plaît. Justement, les pourparlers, je le disais, ont lieu donc aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'on peut espérer une désescalade? Et puis, je rappellerai aussi que l'Union européenne arme aussi l'Ukraine. Les civils sont armés, ce qui ne présage rien de bon réellement sur la suite. Écoutez, très rapidement, s'il vous plaît. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas trop poser parce qu'il y a tellement de choses que nous ne savons pas et qu'on ne nous dit pas qu'on ne peut pas faire des prévisions. Oui. Moi, je souhaite qu'il y ait un cessez-le-feu, je souhaite que les souffrances des populations prennent fin, je souhaite que l'Ukraine, en fait, devienne non pas un foyer de tension et de manipulation et de guerre par intermédiaire, comme cela a été dit tout à l'heure, mais devienne un pont entre l'Est et l'Ouest, que je crois que nous avons besoin d'échanges, de respect, de solidarité, de commerce honnête, et j'espère vraiment qu'on va avoir cette désescalade, qu'on va avoir un vrai statut de neutralité et d'amitié, mais je voudrais dire une chose. On doit moins se poser la question à quoi faut-il s'attendre que se demander qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille dans ce sens-là. Et pour moi, comme je le dis toujours, c'est la bataille de l'information, c'est-à-dire qu'on doit cesser, ici en Europe en tout cas, d'être passif face à cette information qui nous manipule et qui nous empêche de comprendre les conflits et qui, en fait, c'est une information contre la paix. Il y a une volonté de décontextualiser les conflits, justement, pour cacher les véritables enjeux. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.